Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, sise à Boku dans la ville de Porto Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie. Madame, monsieur, bonjour et merci de toujours rester fidèle à la radio La Voix de la Vallée. Vous êtes sur votre émission Tribune du Savoir. Et pour ce numéro, ce sera une synthèse de tout ce qui est fait jusque-là en langue locale. Cette fois-ci, ce sera en français, mesdames et messieurs. Et pour en parler, bien évidemment, je reçois dans ce studio Eugène Dictoro Aguemo, président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Et tout au long de cette émission, nous parlerons de l'éducation sociale et financière. Moi, je suis Eli Daouda. J'ai le plaisir d'animer cette émission grâce à la collaboration technique de Samuel Sotier. Alors, ceci étant, nous avons mis en place un groupe de jeunes où nous appelons nos collègues, nous allons dans les écoles, ceux que nous connaissons, qui nous remettaient les livres, nous remettaient tout ce qu'ils avaient utilisé, qu'ils ne veulent plus utiliser pour que nous allons dans les écoles distribuer. Alors nous étions en train de faire cela quand nous avons eu la chance de rencontrer Madame Elina Obeli, qui est un membre du corps de la paix, qui en son temps nous a dit mais vous faites déjà beaucoup, vous pouvez en faire de ça une association ou une ONG. En 2000 nous avons reçu la reconnaissance de l'État et ce qui fait que Action Sociale en fait continue de vivre, c'était juste un message clé que nous avait envoyé l'honorable député à Loukou, Minakore, qui en son temps, quand on était allé le voir pour demander des aides, il nous a regardé, il a souri. C'est la même chose que Ne te fâche pas aussi avait dit. Donc, paix à son âme. Il nous disait que, en fait, vous jeunes, quand vous prenez des initiatives, de très belles initiatives, ça ne dure pas. Parce que quelques temps après, soit vous vous séparez pour des raisons de ventre ou de raisons d'intérêt pécuniaire. Vous pensez dans le temps que votre initiative, ce serait un épiphénomène. Un épiphénomène ou feuille de paille. Et moi, j'ai pris l'engagement, je lui ai dit, peu importe les situations, Action Sociale fera comme les autres associations. Et voilà, donc c'est ça qui a été notre motivation. Donc depuis 1998, nous n'avons jamais fermé les portes. Malgré que peu importe qu'on ait de financement ou qu'on n'ait pas de financement, nous continuons toujours à travailler. On essaie de gérer comme ça. On essaye de battre le macadam pour qu'on arrive à bon port. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement? Dans l'initiative, nous avions pris en son temps l'initiative parce que le sida faisait son plein en son temps. Donc on s'est occupé de la prévention, de l'accompagnement des personnes qui sont atteintes et des enfants vulnérables, des orphelins issus du VIH-Sida. Au-delà de ça, il y avait la jeunesse qui était dans notre ligne de mire où il fallait quand même les former. Il faut dire également que pour la jeunesse, ce qui nous concernait beaucoup plus, c'était la formation en informatique, parce qu'en ce temps, la formation coûtait 500 000 environ, et c'était que comment je peux les appeler, les fonctionnaires de l'État qui faisaient cette formation en son temps. Les personnes nantis. Nantis, qui avaient les moyens, donc on était obligé de démystifier en formant près de 10 000 jeunes en informatique en son temps. Également, nous avions l'environnement, nous avons les groupements de femmes et donc ainsi de suite. Donc c'est toute une amalgame de personnes que vous avez prises en compte. En fait, quand vous parlez de développement, c'est une chaîne. Donc ceux qui prennent un maillon, en réalité ne font pas. Quand je prends la prise en charge des orphelins, quand vous lui payez la contribution scolaire, et qui n'a pas à manger, comment il peut aller, comment vous pouvez avoir un résultat? L'échec est déjà là. L'échec est déjà là. Quand vous payez la contribution
vous donner à manger et que quand il est sur le plan sanitaire, qu'il a des problèmes et qu'il ne se soigne pas, il va mourir. Donc, il faut nécessairement une prise en charge globale. Donc, nous essayons de voir le développement dans sa globalité et non partiellement. Dans son intégralité, au fait. Dans son intégralité. Alors, aujourd'hui, vous avez, je dirais, un amour particulier à l'éducation sociale et financière. Oui, parce que en fait, nous avons compris que sans l'éducation sociale et financière, il n'y a pas de développement. Parlez-nous-en. Je prends mon exemple toujours. Et quand j'étais parti en 2012 vers les États-Unis, où je devais m'inscrire dans une université pour faire ma formation, après les tests, il y avait le volet éducation sociale et financière que j'ai jamais entendu d'ailleurs parler. Et donc j'avais eu 3 donc, dans cette matière. Et la jeune dame me dit, tu dois retourner à l'école pour ça. Parce que pour eux, ils estimaient que si tu ne peux pas gérer ta propre poche, tu ne peux pas vivre en communauté. Tu ne peux pas gérer... ça m'avait étonné. Mais quand je suis rentré dans le sujet même, j'ai commencé par suivre les cours thématique par thématique. J'ai compris en réalité que c'est incontournable. Est-ce qu'on dira que le système éducatif béninois a échoué sur ce plan? Oui, la preuve aujourd'hui, vous voyez, on parle de diplômés sans emploi. Et donc, quand on parle de diplômés sans emploi, l'école te garde pendant 25 ans et il sait qu'il n'a rien pour toi. Alors qu'avec l'éducation sociale et financière, quand vous sortez, vous pouvez vous débrouiller. C'était juste une parenthèse qu'on a ouverte. Bien sûr. On va la fermer pour continuer la développement. Donc, l'éducation sociale, et quand j'étais revenu en vacances en 2015, j'avais estimé quand même qu'il fallait faire beaucoup pour que l'éducation sociale soit intégrée dans les curricula du Bénin. Alors donc nous avons commencé les sensibilisations, nous avons demandé des audiences en son temps. On avait rencontré le ministre de l'enseignement primaire en son temps, le ministre de l'enseignement supérieur également, où on a été même reçu par notre frère Goudjo, l'SDC du ministère de l'enseignement supérieur. Oui, et donc on avait échangé, il avait vu ça très intéressant. Nous sommes allés vers l'université également, où on était allé échanger avec les universitaires et ils avaient trouvé ça parce que même lors des sensibilisations, je crois en 2017 ou 2018, nous avons installé une petite entreprise au niveau de Sébec que dirigeait le professeur Boualé. C'est quelqu'un à qui je tiens quand même à tirer un coup de chapeau parce que quand il a entendu, il était sidéré, il avait accepté et nous avons donc l'entreprise que nous avions créée après cette formation existe encore et continue de faire le chemin. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc nous avons vu l'éducation sociale aujourd'hui, personne n'est épargné parce que nous sommes tous des cerveaux ignorants parce que nous faisons ce que nous pouvons, mais sans l'orthodoxie financière. Quand tu prends par exemple dans nos maisons où nous utilisons des savons, les restes des savons, les petits savons qui restent là, nous les jetons. Alors qu'avec un petit bocal, on peut mettre dedans, ajouter de l'eau. Le jour où on n'a pas de savon, on peut les mixer et s'en procurer. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'administration, vous voyez, l'ampoule est allumée et puis tout le temps, alors qu'il ne sert à rien, la climatisation est là 24 heures sur 24 heures, l'ordinateur est allumé 24 heures sur 24 heures. On ne calcule pas. Même 5 francs que vous multipliez par 10, ça fait 50 francs. 50 francs fois 10, ça fait 500 francs. 500 francs fois 10, ça fait 5000. Ainsi de suite, que nous faisons des dépenses inutiles. Donc vous allez dans des maisons où tous les week-ends, il faut acheter un habit, il faut coudre l'habit, il faut aller sur les cérémonies, il faut boire. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est nécessaire? On pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer. Donc l'éducation sociale vient à point nommé pour quand même réorienter notre façon de vivre, notre façon de créer nos entreprises. Quand tu prends les entreprises aujourd'hui, il n'y a que entreprise tel et fils, et quand le père meurt, c'est fini. L'entreprise disparaît parce que les enfants n'étaient pas associés, personne n'était son associé, il était pratiquement seul. Et donc, si même il a faillite,
il ne peut pas s'en relever. Alors que s'il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient partie de cette société, je crois qu'on pouvait tout faire pour quand même le relever. Bon, voilà autant d'éléments qui fait que l'éducation sociale et financière aujourd'hui est incontournable dans la vie de tout être humain. C'est vrai qu'un seul numéro de cette émission ne permettra pas à tout le monde de savoir quand même ce qui inclut dans cette éducation financière, cette éducation sociale et financière. Déjà, puisque vous avez été voir les autorités en charge de l'éducation, est-ce qu'un issue favorable est donné à tout ceci pour que demain, même si nous n'avons pas pu obtenir cette grâce, nos enfants puissent l'obtenir? D'abord, je tiens à remercier les autorités béninoises à divers niveaux parce que tout le monde sait que c'est une plaie béante que nous avons au niveau de l'éducation, des trois ordres d'enseignement qu'il faut réfléchir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Il y a un groupe de travail qui existe au Bénin déjà qui travaille avec notre partenaire Fratoum International pour l'intégration du curricula de l'éducation sociale dans les curricula de chez nous. Merci beaucoup pour cette clarification. C'est déjà un bon départ pour notre pays. Si nous n'avons pas pu obtenir ça, nos enfants pourraient quand même... Mais néanmoins, face à ça, nous savons que l'administration, la décision au niveau administratif dans notre pays est très chose-là. C'est pour ça que nous avons fait ces initiatives-là, des formations à des apprenants, surtout dans le secteur informel, les apprentis coiffeuses, coiffeurs et couturiers, couturières, tout ce qui est artisan. Le secteur informel, nous l'avons attaqué quand même pour accompagner les patrons d'ateliers, les apprentis, parce que vous savez, quand vous prenez un apprenti qui commence l'apprentissage, quelques mois après, d'abord, elle a des relations, elle bénéficie de l'avantage de ses parents, elle bénéficie de la grâce de son patron, elle bénéficie encore de la grâce des petits à côté. Donc, dès qu'elle a ses moyens, et comme il n'a pas une notion en éducation sociale et financière, il ne peut que se mettre à la mode. C'est vrai. Donc, il achète les pantalons déchirés, je ne sais pas comment vous les appelez, les chaussures de la mode. Ce que les gens appellent destroy. Là. Destroy ou des trucs comme ça. On investit dans ce qui n'est pas quand même important. Donc, dès qu'elle finit les 3 ans de formation, elle prend congé. Elle n'a plus de moyens pour... Elle n'a plus de moyens, non seulement pour accompagner ses parents à se libérer, mais également à faire tout ce qu'elle faisait. Donc, elle est obligée de s'accrocher, si c'est une femme, elle est obligée de s'accrocher à un gars. Finalement, la grossesse non désirée va intervenir, la séparation va arriver, la formation va disparaître. C'est toute une vie qui vient ici d'être cachée. C'est toute une famille, la vie. Toute une famille. Parce qu'une femme qui est bien éduquée, c'est toute une famille, toute une nation. Bien sûr, toute une nation. Donc voilà pourquoi il est aujourd'hui capital ou indispensable de travailler sur l'éducation sociale et financière. D'où votre projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Oui. Sincèrement, que faut-il retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est en réalité amener les enfants à se prendre en charge, à se connaître d'abord, parce que dans les modules, il faut se connaître, il faut connaître ses droits et ses responsabilités, il faut planifier et budgétiser, il faut budgétiser pour dépenser, puis ensuite il faut passer à la création de l'entreprise sociale. Donc l'entreprise sociale et financière. Donc ces éléments-là, mis comme paquet minimum sur un enfant, va s'en sortir autrement que l'apprenti de jadis. Au moins ceux qui n'ont pas eu la grâce de faire partie de ce projet à travers les zones pourraient quand même bénéficier de quelque chose. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons intégré les émissions radio que nous sommes en train de le faire ici en langue. Quand vous parlez de connaître d'abord la personnalité de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut oui, ça, en fait, ça c'est l'exploration personnelle. Quand vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître les autres. Comme l'a dit l'autre, connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, c'est que tu es en déperdition. Alors, il faut miser sur quoi pour que quelqu'un puisse dire « oui, je me connais ». Alors, il y a des exercices que nous faisons. Il y a un diagnostic personnel. Amener l'enfant à connaître ses potentialités, ses capacités et ses faiblesses aussi.
Parce qu'en connaissant ses faiblesses, peut les transformer en capacité. Donc, c'est ainsi de suite. Quand un enfant, par exemple, que vous mettez en coiffure, alors qu'en réalité, ça ne fait pas partie de ses talents. Et vous le mettez là, il va rester là. Il va passer tout le temps là. Il ne pourra pas émerger. Mais face à à l'exercice là que nous faisons, il va s'en rendre compte que je n'ai pas ma place là. Je peux négocier avec mes parents pour changer de matière ou pour changer de filière. Un autre module, c'est les droits et devoirs. La majorité des cas aujourd'hui, tout le monde a le droit, mais personne n'a de devoir. Alors qu'en réalité, c'est les deux qui vont de pair. Les deux qui vont de pair. Il n'y a pas un sans l'autre. Donc, quand vous avez un droit, là où s'arrête votre droit, il y a le droit de l'autre qui commence. Qui devient maintenant votre devoir. Votre devoir. Donc, chacun, un exemple simple, palpable. Vous savez, les enfants aujourd'hui estiment qu'ils ont droit chez leurs parents. Mais quand les parents grandissent, ils deviennent personnes de troisième âge. C'est leur droit de bénéficier des avantages de leurs enfants. Mais les enfants disent non, parce que quand je suis marié, c'est fini, j'ai fini avec la famille. Et donc les parents sont en souffrance, les parents ont plusieurs souffrances en même temps. Ou bien l'enfant à la fois psychologique, à la fois psychologique, matériel et voire même... on ne peut même pas tout citer parce que ça amène souvent, en majorité des cas, au cimetière. Donc, la dépression et tout ce qui... Exactement. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire ou indispensable pour chacun de nous de connaître ses droits et ses devoirs. Parce que les deux s'accompagnent. Et en dehors des droits et devoirs. En dehors des droits et devoirs, pour dépenser l'argent, il faut planifier. Parce que si vous n'avez pas une planification, vous ne savez pas ce que vous avez à faire, comment vous allez planifier. C'est déjà là les fondements même de l'éducation sociale. Oui, c'est les 5 piliers de l'éducation sociale. Quand vous savez, vous explorez, vous connaissez vos droits et devoirs, maintenant il faut commencer une planification. Donc dès que vous commencez la planification, vous dites voilà ce que je veux faire dans un mois, voilà ce que je veux faire dans un an, voilà ce que je veux faire dans 2 ans, dans 5 ans. Mais chez nous, en fait, on remet tout dans la main de Dieu. On ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain comment. Il faut, même si tu dois mourir demain, il faut prendre la journée d'aujourd'hui pour planifier demain. Mais l'Africain, notamment le Béninois, Dieu connaît tout. Non, en fait, c'est le déracinement de l'Africain qui nous a amenés. Sinon, nos aïeux planifiaient tout, budgétisaient tout. Moi, j'ai la chance de connaître ma grand-mère. Et quand elle vend à Bobo, ou tout ce qu'elle fait, le prix de revient de chaque produit est attaché séparément. Et c'est la veille pour aller au marché qu'elle remet tout ensemble pour maintenant séparer le capital du prix de revient pour voir le bénéfice. Et c'est dans le bénéfice, elle va voir avec quoi elle va faire la tontine, avec quoi elle peut acheter quelque chose pour ses enfants, avec quoi elle peut réparer sa case si c'est gâté. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment des experts en comptabilité. Pourtant, personne ne fait cette planification. Personne n'essaye d'avoir un budget. Mais vous dites que c'est la culturation qui nous a amené là. La chute, c'était où précisément? La chute était au moment où on avait tout abandonné, tout ce qui est de chez nous était mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'une fille, par exemple, avant de se marier, va rester auprès de sa grand-mère, va recevoir de sa grand-mère, va hériter même le commerce de sa maman. Mais à un moment donné, maman fait ce qu'elle fait et l'enfant va continuer sur son chemin parce que maintenant on a autant de droits où la maman ne peut plus rien imposer à sa fille et la fille également ne va rien attendre et donc la conclusion c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc prenez nos jeunes aujourd'hui. Est-ce que le 1er janvier on arrive à faire un budget pour l'année? Du tout pas. C'est là le problème. Parce que pour l'année, il faut voir combien tu gagnes. Combien tu dois dépenser. Les dépenses nécessaires, les besoins vitaux. Il faut les budgétiser. Et maintenant, l'économie, c'est combien? Combien tu dois épargner?
Si quelqu'un ne l'a pas fait jusque-là, est-ce que c'est encore possible de C'est rattraper? possible de rattraper. Vous commencez. Aujourd'hui, nous avons des témoignages où les gens, quand ils finissent de suivre les émissions ou les formations que nous organisons, après, ils viennent faire des témoignages. Parce qu'en fait, personne n'est pauvre. Personne n'est non plus non riche. C'est la planification. C'est juste des stratégies qu'il faut utiliser pour s'en sortir. Pour s'en sortir facilement. Vous voyez, tous les week-ends, on est sur les cérémonies en dépensant de l'argent. C'est mon ami qui m'a appelé, c'est mon beau-père, c'est ça le suivisme. C'est mon camarade le lundi matin, vous avez déjà dépensé peut-être 20 000 francs hier soir. Le lundi matin, l'enfant va à l'école, on le renvoie. Alors que c'est son droit d'aller à l'école. Bien évidemment. Même avant d'aller à l'école, l'enfant la nuit commence pas à chauffer. Exactement. Nous n'avons pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas l'assurance maladie. Même l'assurance accident, les gens pensent que c'est uniquement les véhicules qui doivent en avoir. Non. Mais c'est la chose des riches. Comment ça? C'est ce que nous connaissons. Dis-moi qui est pauvre. Quand tu prends. Moi, j'ai fait des exercices avec des gens plusieurs fois. Ou quand tu demandes combien tu dépenses pour la nourriture, combien tu dépenses pour la carburation, combien tu dépenses pour ta bière, combien pour le crédit. Combien pour le crédit? Parce que, en fait, le problème que nous avons, le gros lot du problème, c'est que nous n'arrivons pas à séparer l'envie du besoin. L'envie du besoin. L'envie et le besoin, c'est deux choses différentes. Quand vous avez envie d'eux, mais le besoin d'eux, c'est deux choses. Le besoin est primordial sur l'envie. L'envie n'est pas obligatoire. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Ce soir, quand on va finir ici, on ira prendre un coup. C'est de l'envie. Moi, j'ai vu le téléphone du docteur Eugène, bon, ça m'a plu, moi, je vais prendre. Non, ça c'est des envies. Est-ce que ça va te servir? Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? Si moi, mon téléphone ne m'apporte pas 5 000 par jour, je vais le jeter. Je vais retourner à l'ancien téléphone. Parce que c'est un outil de communication, c'est un outil pour te permettre de faire un travail, c'est un outil pour faire ci. Mais tout ça là, ça ne te sert à rien. Mais tu vas mettre 3 téléphones dans la main pour te montrer. Non, on achète le même téléphone pour 800 000. Désolé. Non, juste parce que mon camarade, mon collègue du boulot a ça. Il a un iPhone 14 Pro. Et c'est ça en réalité le problème. Il faut de la mode aussi. Non, désolé. Tu vois un jeune qui vient devant toi, qui a fait demande d'emploi, qui vient, le jean qu'il a porté, c'est peut-être 25 000, la Corse 20 000, le téléphone qu'il a, ça coûte 500 000, le Wave ou comment je l'appelle, l'engin qu'il a amené, ça coûte 700 000. 115. Donc lui, il vient banalement devant toi avec 3 millions en déplacement et il te demande de l'emploi. Il faut être bien présentable. Il ne peut rien t'apporter en retour. Si même pas marchand, tu le mets sur l'argent, il va détourner ton argent. Parce qu'il n'a pas une notion sur... Peut-être qu'avec vous, vous allez l'éduquer en moins d'une semaine. Mais il y a le caractère. Hein? Quelqu'un qui a l'habitude de prendre 2 bouteilles de bière. On dit souvent que l'habitude est seconde nature. Voilà, donc tu ne peux pas l'empêcher. Il a déjà cette envie-là, c'est que s'il ne prend pas, il est malade. Prenez comme les gens qui fument la cigarette. Quand tu regardes sur les paquets de cigarettes aujourd'hui, on dessine des poumons déchiquetés, on dit que ça nuit gravement à la santé, mais pourtant les gens fument. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que je le dis en langue d'Idotovo, si c'est Tovo. C'est ceux qui pratiquent. Il ne sert à rien d'avoir 4 motos chez toi, alors que tu n'utilises qu'un seul. L'argent là, tu l'as enterré. Ça ne sert à rien. Tu sors ça, tu nettoies, après tu remets, tu le mets en marche, tu accélères. Mais c'est une sorte de prophétie aussi. Hein. Quoi? C'est une sorte de prophétie, ce que vous dites là. Désolé. Désolé, parce que nous avons accroché notre vie à Dieu en général et nous ne faisons rien pour nous en sortir. L'autre chose, prends par exemple l'exemple. On dit qu'au Bénin, nous avons près de 3 millions de diplômés sans emploi.
chaque année, pour faire un dossier de recrutement ou à participer à un appel à candidature. On dit peut-être 500, on veut recruter 500 personnes. Oui, minimum là, qu'il faut dépenser, c'est 10 000. D'accord? Il y en a d'autres qui font 3 le mois. Il y en a d'autres qui font dans l'année 10 ou 20. D'accord? Mais si ces 3 millions de jeunes-là se mettaient ensemble et chacun donne 10 millions, chacun donne 10 000. 10 000 fois 3 millions. Imagine-toi quel genre d'entreprise on peut créer, combien de personnes. Le gros problème aussi, c'est que personne ne fait confiance en personne. Parce que nous ne nous connaissons pas. Je ne me connais pas, tu ne te connais pas, je ne peux pas te faire confiance. Je ne me fais pas confiance, je ne peux pas te faire confiance. C'est ça le vrai problème. Comment faire pour aller à votre école? Comment faire pour aller à notre école? Tout est là, hein, simple. Nous sommes ouverts, on est là, on est une ONG, et puis quand quelqu'un nous appelle pour une formation, nous, on est disponible, on se déplace. Prends par exemple les producteurs. Aujourd'hui, tout le monde attend de l'État pour avoir des machines agricoles. C'est faux. Si nous avons 50 producteurs ici dans Adjoum, et qui se mettent ensemble et qui cotisent 150 000, 150 000, fois 50, ils ont déjà un tracteur. Et ce tracteur-là va travailler pour les 50 membres, également travailler pour d'autres personnes pour amener de l'argent. Mais on ne pense pas. On ne pense pas de cette manière. Donc nous dépendons toujours des autres. Il faut que l'autre puisse... C'est ça qui crée la haine, c'est ça qui crée la jalousie, c'est ça qui crée tout ce que nous avons comme vice. On était sur le troisième pilier. Oui. Maintenant le quatrième. Il faut maintenant budgétiser et dépenser. Donc, si tu as planifié et tu as visité, maintenant, il faut dépenser. Quand tu dois dépenser, tu dois savoir que j'avais déjà budgétisé ce que je veux dépenser. Donc, il ne doit pas avoir de dépenses aveugles. Pourquoi? Dans les pays développés, tu sais quand même, si tu es étudiant, tu sais que tu as besoin de 4 pantalons et de 4 chemises et de 2 pantalons pour un an. Le reste, là, ce n'est plus nécessaire. C'est en vie. C'est en vie. D'accord? Maintenant, tout ce que nous dépensons tous les week-ends, tout ce que nous faisons, regarde par exemple les temps de communion, où on n'a même pas fini de payer la contribution scolaire, mais on va faire un prêt pour organiser la communion de son enfant. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Est-ce qu'on peut se développer comme ça? Le problème se pose. Le problème se pose. Revoyons ce que nous avons comme dépenses. Et le cinquième pilier? L'entreprise sociale. J'en ai donné des exemples tout à l'heure. Si 10 menuisiers se mettent ensemble, au lieu d'avoir des cabanes au bord de la voie, et ils sont 10, ils se mettent ensemble, ils font un bon diagnostic, ils trouvent que c'est à Djong ou c'est à Dango qui a beaucoup plus de clients, et ils installent menuiserie. S'ils sont 10, et ils mettent ensemble 500 000, ça fait déjà 5 millions. La possibilité même de trouver une série à crédit existe, parce qu'ils ont déjà le capital. Mais personne ne fait, tout le monde se débrouille, chacun pour toi et Dieu pour tous. C'est cette manière de vie que nous menons aujourd'hui qui devient toxique, qui devient dangereux, et nous n'arrivons jamais à réussir. Cette entreprise sociale qu'il faut créer, même les étudiants qui sortent fraîchement de l'université avec leur bourse peuvent quand même se retrouver. Mais puisqu'ils n'ont aucune notion pour ça, combien d'entreprises? Dis-moi, aujourd'hui j'attends, on va peut-être faire une évaluation après pour voir ceux qui sortent de l'université, qui créent leur entreprise. La probabilité de réussite est très faible. Parce qu'ils n'ont pas une notion dans ça. Dès que tu deviens entrepreneur, il te faut une moto. Après, il te faut une voiture. Regarde aussi, nous, on fait des prêts pour faire des maisons. Des fonctionnaires de l'État meurent surendettés. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi le thème, qui aujourd'hui, leur salaire n'est plus leur salaire. Parce qu'avant que le salaire n'arrive, il est déjà endetté 2 fois. Donc quand le salaire arrive, il est obligé de solder quelque chose et encore de prendre des dettes. Parce qu'il s'est engagé dans des choses inutiles. Il veut porter un nom, parce que tout le monde veut porter, tout le monde veut avoir un nom. C'est le suivisme, c'est les conséquences du suivisme. Si tu gagnes 10 000, tu dois
les éléments nécessaires, il te les faut. Et puis après, l'économie, tu le partages. Tu mets pour la santé à part, tu mets pour je ne sais quoi, le plaisir à part. Prends quelqu'un qui a l'habitude de prendre une bouteille de bière tous les soirs. Ça fait combien? 600 francs par jour. En une semaine, ça fait combien? Ça fait 4200. Fois 4. Fois 4. Ainsi fois 12. Et si tu es en train de boire et qu'un ami te rend visite, tu ne peux pas le laisser. Donc, tu n'es plus 4200 dans une... On va faire comme j'ai l'habitude de faire. Désolé. Mais après, les conséquences, tu seras malade et les enfants vont refuser de te soigner parce que tu n'as pas d'économie, tu n'as rien, on est exposé. Ça pose problème. Alors, aujourd'hui, où en est-on avec la mise en œuvre du projet NPL? Merci beaucoup. Je crois que nous avons d'abord, en un premier temps, formé les facilitateurs, une dizaine, et nous avons identifié des ateliers dans 3 communes de Porto-Novo, Semenkodi, une partie de Semenkodi, une partie Porto-Novo complet, et Adiara, une partie. Et nous avons créé des clubs à Fatil Plus. Et ces clubs-là reçoivent les modules de Aflatoon. C'est-à-dire tout ce que je viens de... Les modules que je viens... Les piliers que je viens de citer sont scindés en modules qu'on essaye d'exposer aux bénéficiaires. Puis après, on va finir maintenant en les aidant non seulement à avoir leur compte, parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, les gens pensent que les banques, c'est pour les riches. C'est faux. Vous allez voir, il n'est pas rare que des gens, en entrant dans la banque, commencent par se déchausser. Parce que c'est l'endroit des riches. Quand on parle des institutions de microfinance, les gens n'ont pas une notion de ce qui peut se passer dans les banques. Quand je viens, je veux un prêt d'une banque, je dois négocier. Mais quand je viens, on me dit 15%, je prends 15%. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Est-ce que j'aurai des bénéfices pour pouvoir supporter les 15%? Donc, on arrive à démystifier l'idée que les banques sont pour les riches. L'idée que les crédits ne sont pas négociables. Tu peux aller dans une banque aujourd'hui, on te dit 7% dégressif. Et puis après, quand tu négocies, tu peux partir de 7% à 3%. 3%. Parce que le banquier veut vendre. Toi, tu veux acheter, tu es prêt à acheter, tu es crédible. Donc tu dois quand même, tu ne peux pas prendre ça comme ça. Merci pour toutes ces explications. Le temps passe très vite. Nous avons encore quelques questions que nous devons vous poser rapidement. On va aborder maintenant les prochaines étapes de ce projet. Non, ce qu'il faut dire, en fait, le projet NPL, c'est un projet de 3 ans. Par la force des choses, nous sommes tombés dedans en fin de 2e année. Et la fin de la 2e année, c'est pour août prochain, déjà le 15 août. Mais il y a également la 3e année qui va commencer et nous avons envie bien d'élargir. Au lieu de 50 clubs, nous irons à 150, pourquoi pas 200, ça dépendra. Puisque j'ai écouté maintenant toute la vallée, on a mis hors du jeu. Non, vous n'êtes pas mis hors. C'est d'ailleurs pour ça, le supplément de ça, que nous avons créé des émissions en langue pour que nos groupements de femmes, nos paysans, tout le monde puisse avoir accès à l'information. Parce que vous n'êtes pas resté sans savoir que on dit mon peuple meurt faute de connaissance. C'est la Bible qui l'a dit. Donc beaucoup aujourd'hui agissent, sont des séro-ignorants et le problème se pose à nous aujourd'hui à tous les niveaux. Donc il faut absolument que nous travaillons pour que tout le monde ait l'information, surtout en matière d'éducation sociale. Et vu que vous voulez élargir le nombre de clubs? Oui, la vallée est prise en compte, il n'y a pas de souci, parce que dans les émissions interactives que nous faisons ici, on a eu quand même des appels où les gens nous demandent de tout faire pour quand même être dans la vallée, être avec eux. Donc nous avons accepté l'appel et nous y serons. Il faut l'avouer, sur ce plateau, ce sont des notions très séduisantes, des notions qui font quand même
vibrer le cœur parce que c'est des choses dont on n'en a jamais entendu parler et que vous développez beaucoup plus aisément pour que tout le monde puisse comprendre cela. C'est vrai, le temps est parti complètement. Quelques conseils aux auditeurs pour que nous puissions mettre un thème à cette émission. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous dire merci pour la façon dont vous avez abordé le sujet. Aujourd'hui, aucun ministre n'est épargné. Aucun député n'est épargné. Aucun élu. Avant de parler de la population en général, nous sommes tous des êtres humains. Et nous souffrons, en réalité. Nous souffrons vraiment. Et il faut absolument que nous travaillions aujourd'hui pour quitter cette léthargie-là. Dès que nous allons atteindre ce sommet-là, je crois qu'on n'a plus besoin de se gêner. D'abord, il y aura une base de confiance. Il y aura un travail d'équipe. En général, il faut dire, la vision aujourd'hui, c'est de préparer un citoyen de type nouveau. Un exemple simple, quand vous allez chez des gens, ils ont une très belle maison, mais il n'y a pas de voie d'accès. Les véhicules qui vont faire passer dans cette trou-là vont leur créer des dépenses. Mais eux, ils ne s'en rendent pas compte. L'autre chose, l'éducation sociale vous permet de réserver l'assurance pour votre santé. Parce que quand vous êtes malade et vous devez attendre l'argent de quelqu'un, vous allez mourir bêtement comme un mouton. Mais si vous avez votre assurance maladie, vous prenez votre carte, vous prenez votre carnet, vous allez dans le centre de santé, on s'occupe correctement de vous. Et tout est réglé. Et tout est réglé. Là, vous avez une longue vie, vous avez une bonne santé, vous avez un problème, vous avez des conseillers et tout. Donc, voilà pourquoi ce projet, l'éducation sociale, aujourd'hui, est incontournable pour les familles, pour tout le monde. Merci à vous pour toutes ces précisions, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission, laquelle émission a fait une synthèse en français sur l'éducation sociale et financière. Eugène Aguemon, en 30 secondes, votre mot de conclusion. Ce que je peux dire, j'appelle tous les Béninois, surtout mes frères Ouémenou, à quand même s'approprier de ce thème-là et changer la vallée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. C'est la tribune du savoir. Le présent numéro a traité de l'éducation sociale et financière. Une émission synthèse de tout ce qui a été fait en Ouémé. Elie Daouda, j'ai le plaisir de l'animer grâce à la collaboration technique de Samuel Sochemou. Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, sise à Boku dans la ville de Porto Novo. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie